Bonjour à tous, devinez qui est de retour, c'est 012 Workout pour un nouvel épisode du Calisthenics Science Podcast. Et oui, la régularité, c'est pas notre fort, chaque fois on vous promet beaucoup de choses et finalement on ne tient pas vraiment nos engagements en termes de régularité sur le podcast, mais le principal c'est qu'on ne lâche pas. Et voilà, et donc finalement on apporte toujours quelques petites informations et partage d'expériences dans notre podcast. Et voilà, si vous êtes fidèle, j'espère que vous allez retrouver cet épisode. Et voilà, mais cette fois-ci, même si chaque fois on vous le dit, on a plein d'idées, plein de projets. Voilà, j'ai quelques idées. C'est le petit sujet du jour me trottait en tête depuis quelques temps et je trouvais ça assez intéressant. Euh, donc on va aborder mes expériences personnelles dans le coaching en ligne. Donc c'est un épisode solo, vous l'aurez compris. J'ai eu cette idée-là, j'avais un peu cette idée-là en tête et récemment, ce week-end, j'ai été à Paris, rejoint de Ben, donc un de mes coachés, et Étienne. Voilà, c'était un peu à l'arrache, à l'improvisation, donc je vais y aller depuis quelques temps, mais j'étais pas certain au niveau du timing et donc j'avais un délai assez court. Donc ça s'est fait assez en vitesse, on a simplement fait une séance ensemble et, euh, et on a échangé voilà, un peu sur nos expériences de coaching en ligne. Et vu que j'avais déjà eu l'idée en tête et tout, je me suis dit, bah allez, en rentrant là, je sors, je fais un podcast et c'est parti. Donc c'était vraiment très cool aussi de revoir du monde en vrai et d'échanger aussi. Donc voilà, c'est une partie, un projet à refaire, c'est sûr et certain. Avec Morgane d'ailleurs, qui je devais euh, aussi le voir à Paris et malheureusement le timing a fait que. Mais voilà, donc ça c'est pour mes actualités personnelles. Sinon, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes actualités personnelles? Je vais peut-être rebondir là-dessus sur la fin de l'épisode parce que ça va être assez relié à ça. Donc aujourd'hui, je voulais partager mes expériences de coaching en ligne parce que je pense que ça peut vous intéresser et même si vous n'avez pas spécialement déjà pris un coach ou quoi, vous avez sans doute déjà des expériences dans vos entraînements, vous avez peut-être déjà pris des informations de certaines personnes et donc appliqué certains programmes, certaines recommandations, que ce soit les nôtres, celles de d'autres youtubeurs, voilà, n'importe qui. Voilà, ça peut permettre, vous allez peut-être pouvoir vous identifier à ça. Et peut-être que suite à ce partage d'expérience, vous allez en ressortir avec des traits caractéristiques qui font que les programmes peuvent fonctionner ou non, et donc pouvoir les appliquer aussi à votre sauce et à vos entraînements pour pouvoir mieux progresser. Donc voilà, si c'est le cas, c'est tout bénef, on va dire, pour le contenu que je vous propose. Donc on va essayer de faire une petite chronologie en termes de mes expériences. Chaque fois, pour chaque expérience, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ma situation avant, ma situation pendant l'expérience, en concret comment ça se passait, et par après, donc est-ce que j'ai progressé, qu'est-ce que j'en ai retenu, les avantages, les désavantages, enfin, les points positifs, les points négatifs. Petit spoiler, je pense que chaque expérience est bonne à prendre, et j'ai l'impression que quasiment tous les programmes qu'on suit, toutes les méthodes qu'on met en place, à condition qu'on les suive et qu'il n'y ait pas vraiment de blessures, on va dire, ou autres, en général, ça fonctionne. Donc, c'est très rare de suivre un programme qui ne fonctionne pas. Ça fonctionne toujours d'une certaine manière, pas spécialement sur tous les objectifs, mais il y a toujours au moins des marqueurs, des variables qui vont progresser. Euh, On va passer sur mes premières expériences, je dirais dans le coaching en ligne, même si c'est pas vraiment, c'était pas directement un coaching, c'était de suivre des tutoriels sur YouTube tout simplement. Euh, quand on a commencé, il y avait très peu de coachs, on va dire. Il y avait plus des personnes qui partageaient des routines. C'était au tout début aussi, donc des routines pas vraiment appliquées par beaucoup de personnes, et donc avec des recommandations pas spécialement avec des bases peu scientifiques, je dirais, plus pratiques. Et c'était plus des guides assez basiques. Donc, si vous voulez faire le front lever, faites des tugs, des advanced tugs, des straddle front. Et puis avec des routines russes, par exemple, c'était un peu l'époque là. Ou les routines américaines, faites 7 reps, les routines Mad Bars, ok, vous allez faire ce circuit-là 5 fois pour réussir ça. Et donc voilà, on se lançait un petit peu dans ce genre de routine, et ça changeait assez souvent.
Euh, donc c'est principalement le type de routine que je suivais au début. Parfois c'était plus au feeling en fonction de mes envies, parfois c'était ce genre de routine. Puis il commençait à y avoir quelques youtubeurs, hein, enfin il y en avait déjà quelques-uns, hein, donc, qui partageaient leurs propres entraînements, donc on suivait un petit peu les routines d'un youtubeur, d'un tel. Je pense que les premières routines que j'ai suivies, c'était celle par exemple de Armstrong, la routine pour augmenter son nombre de tractions et être champion du monde. Donc c'était une routine sur 6 jours par exemple, et chaque jour il y avait un protocole différent à faire en traction. Par exemple, c'était 3 séries de 10 avec main, pronation, supination, prise large, et puis on devait changer les prises. Le matin, il y avait 3 fois max pompe, donc ça on avait discuté avec Ben justement, et on avait tous les deux suivi à peu près la même routine. Je pense que celle-ci, elle était assez connue, hein, on l'a beaucoup faite. Après, je pense que je me suis toujours éparpillé, hein. J'ai toujours fait des routines très spécifiques set and reps, puis des routines très spécifiques, je dirais front lever, puis un peu plus planche ou des trucs un peu dans tous les sens. Ensuite, je crois que j'ai fait des routines de planche où il y avait 4, 5, 6 séances de planche par semaine. Je me rappelle plus le nom des personnes, je me rappelle que j'avais fait ça. Après, je pense que j'en ai enchaîné plusieurs en alternant avec des autres routines set and reps ou des circuits set and reps à ma sauce. Et à un moment, je suis retombé sur la routine de Manny Bars, hein, qu'on a interviewé ici, qui avait fait, qui nous avait partagé une routine sur 4 ou 5 séances planche semaine pour atteindre la planche. Ça avait bien fonctionné à court terme, mais à long terme, il y avait, euh, je crois que ça avait bien fonctionné, mais je sens que j'avais mes épaules qui tenaient pas ce volume-là et cette fréquence-là. Je pense que par après, il a refait la routine en mode 2.0 avec des recommandations un peu plus safe et voilà. Mais je pense que ça avait bien fonctionné à court terme. C'est juste que sur la durée, je pense que j'appliquais aussi la routine avec d'autres exercices en parallèle et d'autres choses comme ça, donc j'ai pas pu l'exploiter à fond. Et de nouveau, je m'y suis pas tenu suffisamment. Et je pense que à l'époque, on ne connaissait pas la semaine de décharge. Et donc, je n'avais pas fait 2 semaines de décharge simplement. Et donc, ça rendait la routine assez complexe. Et le fait de s'éparpiller de manière régulière. Et je pense qu'il fallait peut-être le temps d'adaptation aussi à la routine. Ensuite, j'ai suivi sans doute des routines sur Reddit, donc, que je vous ai partagé sur la chaîne YouTube. Voilà, parfois je voyais, il y avait souvent une section critique ma routine. J'adorais aller regarder là-dedans, regarder un peu la routine des autres personnes, faire la mienne, tester des choses. Mais voilà, il n'y avait jamais vraiment d'approche long terme. Et c'est vraiment ça, je pense, qui est plus pertinent, c'est d'être à un point A, de planifier en fait. C'est vraiment un- une planification, de se dire tiens là je vais aller jusqu'à où et anticiper certaines difficultés et anticiper une certaine évolution dans sa routine. Donc c'est vraiment ça qui va faire la clé d'un bon programme, je dirais. Donc là je vous spoil déjà un petit peu certaines conclusions, mais c'est visualiser, ok là j'en suis à mon advanced front lever, je veux aller au full front lever. Je sais que pour aller au full front lever j'aurai besoin de passer les caps entre le advanced tuck, le advanced one leg, le half lay, le full. Quels sont les problèmes que je peux rencontrer? Je sais que ma force de tirage n'est pas encore suffisante, je sais que j'ai tendance à avoir des blessures au coude ou à dégrader ma forme une fois que je passe de l'advanced one leg au half lay. Comment est-ce que je vais pouvoir passer le cap là? Et voilà, c'est toutes des difficultés qu'on peut anticiper. Euh, et c'est ça qui va faire vraiment le fait de faire un bon planning. Et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais à chaque cycle d'entraînement, comment est-ce que j'évolue ça. Euh, donc ça finalement c'est tous des choses qui manquaient quand on suit des routines comme ça, et c'est pour ça que il y a des années où j'ai même pas progressé pendant un an alors que je m'entraînais. Bon, parfois il y avait peut-être d'autres facteurs aussi, hein, qui devaient jouer que, mais voilà, c'est pour vous dire un petit peu cela. Je pense que si vous écoutez le podcast, on en parle assez souvent de toute façon. Euh, donc voilà, il y avait des routines comme cela. Ensuite, je pense qu'il y avait, je ne sais plus si c'était avant ou après, il me semble que c'était avant que j'ai suivi la routine Planche Pro de Daniel. Donc je crois que c'est le premier programme payant que j'ai acheté, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'avais déjà suivi des programmes gratuits. Par exemple, par après, je vais parler de mon expérience avec Little Beastem, et lui il partageait souvent ses propres entraînements sur YouTube. Donc il disait jour 1 push, jour 2 pull. Et souvent c'était des méthodes où tu faisais 8 séries de 3 en traction lestée, puis 8 séries de 3 en handstand push-ups par exemple. Et il y avait souvent des méthodes comme cela.
et que j'avais déjà beaucoup, je m'étais beaucoup inspiré de programmes de LittleBeasTM aussi. Euh, et ensuite, je pense que je suis arrivé sur la routine planche pro de Daniel, qui était Wisman, 2 blocs de Wisman en planche, un bloc d'accumulation, un bloc d'intensification. La routine était très bien, même si certains exercices, certaines méthodes avec le recul auraient pu être mieux et la fréquence peut-être plus adaptée et répartie. Mais c'était une routine très 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 bien. De nouveau, je la combinais un petit peu avec du handstand, il me semble, et peut-être d'autres exercices de tirage et de jambes. Donc j'aurais pu l'optimiser plus et de faire de meilleurs gains, mais elle avait très bien fonctionné. Voilà, je l'ai suivi que un cycle, contrairement à Ben, justement, on en discutait qu'il l'avait suivi 3 ou 4 fois. Donc c'était vraiment respect pour l'avoir suivi autant de temps. Et ça, c'était assez intéressant d'échanger là-dessus. Je pense que ça avait fonctionné. Mais après, je sais que j'avais toujours eu envie de travailler avec LittleBeasTM. Denis Metin, je dis des bêtises là. Non, c'est pas non, je dis n'importe quoi. Bref, j'ai oublié son prénom. Voilà, j'ai un trou, excusez-moi. Voilà, LittleBeasTM, ça sera plus simple. Donc une machine en handstand push-ups, et vu que c'était le premier qui posait vraiment des routines structurées, je dirais, assez hybrides. Donc il y avait toujours des exercices calistheniques lestés, weighted calisthenics. Donc il faisait toujours des front lever, handstand push-ups, traction. Il bossait pas beaucoup la planche, mais moi j'avais vraiment cette optique de faire la planche aussi. Mais je voyais qu'il entraînait des personnes en planche aussi, donc il montre aussi les résultats de ses coachés. Et voilà, c'était très inspirant, j'avais toujours eu envie de travailler avec lui, et donc dès que j'ai eu mon premier job d'étudiant, j'ai investi dans 3 mois de coaching avec lui, donc c'était un peu plus que 3 mois vu qu'il faisait des microcycles de 8 jours, donc ça a duré plus ou moins 4 mois je pense. Donc il y avait 3 mésocycles. Et voilà, donc on peut déjà comprendre qu'il avait une certaine approche de mésocycle. Là où je voulais en venir aussi, c'est qu'à travers tous ces coachings, j'ai pu. Quand on se fait coacher, on apprend souvent des méthodes d'autres personnes. Donc, par exemple, LittleBeasTM, il avait beaucoup de bases de Ido Portal, il avait des bases de Charles Poliquin, et je pense qu'il y avait beaucoup d'inspiration de E2 et puis à sa sauce aussi. Et donc il l'appliquait aussi dans ses routines. Donc par exemple, Ido Portal, c'était vraiment lui qui faisait souvent un cycle bras tendu, bras pliés, jambes repos par exemple. C'était un split assez connu qu'il employait, plus les méthodes pour progresser en one arm pull-up, chin-up. Sur Charles Poliquin, il a pris par exemple l'entraînement en vague, qu'il proposait assez bien, des exercices d'assistance, du suitcase deadlift, des choses comme ça aussi. Et puis ses propres expériences en handstand push-ups, par exemple, où il proposait beaucoup de séries et peu de reps, par exemple. Ça, c'était une des choses qu'il aimait bien faire. Donc voilà, ça c'était avant le coaching avec LittleBeasTM. Voilà, je sortais de planche pro, donc j'avais quand même pas mal de bases en spécialisation, plus tout ce que j'avais fait. Donc finalement, voilà, pendant toutes ces années, je pense que moi je suis quelqu'un qui a vraiment énormément progressé ma première année. Je m'entraînais vraiment en mode j'ai vraiment fait des très 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 bons novice gains, je dirais, malgré le peu de structure et les erreurs que j'ai faites. Ensuite, je crois que j'ai plus ou moins stagné ou grappillé certains progrès pendant 4 à 5 ans à force de m'être dispersé. Et puis voilà, c'est 5 ou 6 ans plus tard que j'ai commencé à me faire accompagner par LittleBeasTM. Et puis quand j'ai suivi les routines. Donc j'ai toujours trouvé les routines, c'était mieux que ce que je faisais tout seul. Même si parfois quand je reprenais des principes d'une routine tout seul, ça marchait super bien aussi. Mais voilà, c'est toujours un peu le fait quand on est tout seul, de trop analyser les choses, et donc on devient on n'a pas trop confiance dans ses propres décisions, surtout quand on est sur du court terme. On se dit tiens, là ça bouge pas comme je voulais, tiens voilà pourquoi je fais pas ça. Donc c'est vraiment ces remises en question là, et puis voilà, se faire confiance à quelqu'un, c'est toujours chouette aussi. Donc voilà, je voulais en venir, c'est que j'avais pas finalement fait beaucoup de progrès, mais j'avais déjà quand même un certain niveau avant de me faire accompagner. Et ça, c'est toujours il faut toujours prendre en compte que quand on a un certain niveau, surtout 5-6 ans d'expérience, même si les gains, tu peux toujours faire des novice gains après beaucoup de temps quand tu trouves finalement la bonne approche.
ma marge de progression devait pas être énorme, mais à l'heure actuelle non plus. Donc voilà, je savais que enfin, il faut être conscient de ça aussi quand on est déjà avancé et qu'on se fait coacher. C'est qu'on va pas grappiller 50 kilos sur un no lift et qu'on va pas passer d'une tuck à une full en 3 mois par exemple. Donc surtout que 3 mois pour du coaching, c'est quand même du court terme, on va dire. Donc ben voilà, en venant vers Little Beastem, ma handstand push-up était pas très propre, très peu constante je dirais. Ma planche était quand même assez bien, mais je pense que j'avais pris un peu de poids avant. Mon front lever était pas très constant non plus. Ma traction une main, je l'avais plus, je pense, mais chiffres en lesté, ils étaient corrects parce que je pense que j'avais suivi la, la routine Jock Esther's Bodyweight Plus que j'avais présentée, et donc là j'avais quand même bien progressé là-dessus. Il me semble que c'était avant. Peut-être que j'inverse certaines chronologies planche pro aussi, je me demande si c'était pas après. Voilà, donc je suis plus certain, donc il faudra que je revérifie à ça. Il me semble que c'était après quand même. Donc voilà, donc peut-être que j'aurais pu gagner un petit peu plus de progression si j'avais déjà eu ça avant. Bah, bref, voilà, Little Beastem, j'étais extrêmement content de me lancer là-dedans, de tester de nouvelles méthodes qui me sortaient vraiment de ce que je pouvais faire et d'avoir cette communication, cette progression. Voilà, j'ai vraiment appris sa logique de progression. Donc pendant le coaching, voilà, il y avait ces templates Excel et on voyait chaque semaine, semaine 1, semaine 2. Semaine 2, bah, tu rajoutes une série, tu rajoutes une répétition, tu rajoutes 2,5 kg. Et ça, c'est un truc limite que j'avais pas spécialement avant. J'étais dans un schéma assez classique où j'augmentais simplement mes reps ou mes poids. Et je progressais coûte que coûte finalement. Enfin, j'essayais de progresser coûte que coûte. Tandis que là, il y avait un peu des doubles progressions des progressions sur chaque exercice. Et c'était plus chouette à mettre en place. En plus, il y avait sa méthodologie sur les exercices, donc il y avait des trucs avec le recul, j'aurais pas fait ça comme ça, mais et il a bien mis aussi, bien ficelé le programme pour combiner les différents objectifs, hein, planche, front lever, traction in main, handstand push-up, traction et street lifting, on va dire. Donc c'est vraiment pas évident, et là il avait utilisé plus un split bras tendu, bras pliés. Sur le handstand, il est assez spécialisé là-dedans, donc il voulait quand même bien me pousser là-dessus. Et donc il y avait 2 entraînements biquotidiens sur les 3 jours, donc il y avait quasiment 4 entraînements biquotidiens par semaine. Donc 1 heure de handstand et de souplesse. Donc voilà, ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc il m'a fait bien progresser là-dessus aussi. Au niveau de la communication, voilà, c'était assez basique, je dirais. À l'époque, même encore maintenant, ça fait le taf. Donc voilà, tu as ton template Excel, tu te filmes, tu lui montres une vidéo YouTube en non répertorié, et il te fait un feedback écrit sur les mouvements. En gros, il dit planche, place ton bassin plus haut, tends mieux tes bras, front lever, sur ton squat, sens mieux tes pieds. Voilà, c'est tout des petites consignes sur chaque exercice, et il te fait un petit retour par mail. Et puis, et le template, par contre, il est programmé les 6 semaines à l'avance. Donc voilà, c'est une progression déjà anticipée. Je pense que parfois il ajustait un petit peu, il disait peut-être par mail, tiens, là progresse moins ou continue comme ça, ou là tu as trop poussé là-dessus. Mais donc en général, quand tu le fais, ces 6 semaines à l'avance, ça marche quand même assez bien parce que tout souvent en coaching, tu diminues drastiquement le niveau, et ça il l'a bien appliqué, donc c'est un peu les caractéristiques d'un bon coaching. C'est que la première semaine en général, surtout s'il y a des changements techniques, c'est qu'il va pas hésiter à dropper tes stats, quoi. Donc je pense qu'il m'avait fait une séance test et tout pour bien évaluer aussi mon niveau, donc ça c'est aussi voilà, une petite séance test, une semaine test. En plus, je pense qu'il y avait 2-3 trucs que j'avais mal fait sur ma première séance, et donc il a voulu refaire un deuxième jour aussi. Donc à partir de ça, il a pu établir la baseline. Et par exemple, voilà, en traction, il m'a clairement droppé mes poids, en dips aussi. Et sur, voilà, sur les skills aussi, là, il n'a pas hésité à diminuer les planches. Donc il m'a programmé des L6 tout planche. Les tractions, je pense qu'au lieu de faire des séries à 40 kg, il m'a mis 20 kg par exemple. Et donc voilà, ça t'assure de diminuer les poids, de créer de l'élan. Et donc finalement, même si la progression est déjà planifiée sur les semaines à l'avance,
était presque sûr de la compléter vu que c'était facile au début. C'est juste que parfois il y a quand même des petits couacs, mais voilà, ce système marche quand même, plus les communications par mail, et donc voilà, c'était la première logique que j'avais vraiment de partir d'un point A à un point B, de planification finalement, qui est finalement assez évidente aujourd'hui, mais à l'époque c'était pas non plus très évident d'aller là-dessus. Et, euh, et voilà, donc finalement après le coaching, je me suis retrouvé avec avoir progressé quand même pas mal. Donc j'étais vraiment très content de ça. Je pense que les améliorations principales c'était sur la traction une main et la handstand push-up. Donc je validais 5 handstand push-ups au sol. Pas aussi clean que ça devait l'être, mais franchement ça avait très très bien fonctionné. Je pense que naturellement, vu que c'est quelqu'un qui progresse énormément en handstand push-ups, il a les bonnes méthodes pour. Et donc ça m'avait bien augmenté mon nombre de reps. J'étais plus constant dans mes séries aussi. On a créé une grosse capacité de travail en handstand grâce au bi-quotidien. Je crois que j'ai validé aussi ma press to handstand, bon, même s'il n'était pas très, pas très clean. Mais vu de là où je venais et mes faiblesses sur le mouvement, c'était vraiment un bel accomplissement. La traction une main, je l'avais bien rentré aussi. Les tractions lestées, les dips lestés, j'avais pas très bien progressé. J'avais bien progressé pendant le coaching, mais la séance test, ça s'était mal passé. Au niveau de la séance test, à la fin, il m'a proposé de faire 3-4 jours off et de faire un testing, et je m'étais mis beaucoup de pression, et donc ça n'avait pas trop donné. Le front lever, je pense que j'avais bien progressé pendant le coaching aussi, mais à la fin, pas tellement. Et il y avait beaucoup de mouvements dynamiques, et je faisais beaucoup d'erreurs techniques pendant le coaching, ce qui emmagasinait certains défauts. Et donc je pense que j'avais augmenté mon temps, mais j'avais un gros pike de hanche, donc finalement mon front lever n'était pas très propre. La planche, même chose, il y avait un gros pike toujours sur la planche, mais le lean avait quand même bien progressé, la force de pousser aussi. Le dips, c'était assez intéressant parce qu'on n'avait qu'un dips semaine. Je pense que j'avais fait des PR en termes de série, je crois que j'avais validé un 3x5 à 70, 75, alors qu'il n'y avait qu'une fréquence semaine. J'étais assez surpris de ça, surtout qu'au début c'était genre seulement des séries de 10 et puis il y avait le 3 séries de 5, donc finalement j'étais assez content du dips. Je pense que le nouveau testing j'avais un peu raté, mais sinon pendant la programmation c'était assez intéressant. Et en termes de souplesse, j'avais déjà un bon split, mais grâce au coaching je l'ai validé. Je pense que j'avais vraiment presque touché les fessiers au sol. Donc franchement c'était assez intéressant. La compression s'est bien améliorée aussi, la souplesse d'épaule et la forme handstand aussi. Donc voilà, vraiment une très très bonne expérience avec ça. Et puis c'est à l'époque où je commençais à coacher aussi, et donc j'ai pu appliquer pas mal de ces principes là de progression, d'évolution sur mes propres coachés aussi. Donc franchement c'était ma première expérience dans le coaching en ligne, a été vraiment très 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 chouette avec Little Beastem. Voilà, donc ça m'a encouragé à continuer. Donc voilà, vu que j'étais étudiant à ce moment-là, je n'ai pas continué le coaching, et voilà, c'était un très bon investissement que j'avais fait. Ensuite, par après, je pense que j'ai suivi Planche Pro, donc où c'était avant, ou alors j'avais fait le workshop de Daniel. Donc après ça, j'ai dû combiner du fitness FAQs et du Little Beastem. Par moi-même, j'avais bien progressé aussi en mettant en place certains splits aussi. Je pense que c'était aussi l'époque où j'avais fait mon programme Skill Street Lifting que j'avais mis sur YouTube et que peut-être certains d'entre vous ont suivi. Donc j'ai clairement sur ce programme-là, Skill Street Lifting, il y a vraiment c'est du Little Beastem et du Daniel aussi tout craché. Vraiment une bonne combinaison des deux. Ensuite, on va dire dans le coaching en ligne, je me suis lancé vers l'AppCode Fitness, mais c'était pas vraiment du coaching en ligne, là c'était plus tu avais accès à leur application, et donc c'était un abonnement, tu payais 10 ou 20 euros par mois, et il fallait rester abonné pour pouvoir débloquer les paliers et les programmes. Et donc là, l'idée c'était de suivre vraiment leur périodisation masse, force, skill, que j'ai vraiment adoré le concept. Il y avait beaucoup de sens là-dedans, et donc j'ai suivi ça. C'était vraiment très intéressant à suivre. Mais il n'y avait pas vraiment de support, il n'y avait pas personne qui faisait ma programmation, je devais simplement suivre le template et ajuster en fonction, mais bon, avec les modules, les contenus, tu pouvais vraiment tout adapter. Ils avaient des idées peu conventionnelles dans l'entraînement en calisthénie, parce qu'ils sortaient un petit peu des sentiers battus, Joshua Natterman à son approche, et ils s'inspiraient beaucoup de Renaissance Périodisation. Donc voilà, Little Beastem c'était fort Ido Portal, c'était fort Charles Poliquin, Thibaudot à la limite, ensuite l'AppCode Fitness c'était fort du Renaissance Périodisation et du Joshua Natterman parce qu'il avait aussi ses propres idées.
C'est eux qui ont inventé un peu le LCF hold, le YAD hold, donc le handstand position en bas. Le LCF, c'est un front lever supporté. Et ils appliquaient vraiment l'augmentation de séries dans les semaines. Ils avaient leur cycle de masse où ils proposaient beaucoup de rest pause rep. Chose qui, sur tous les exercices, finalement, n'était pas très productive parce que c'est vraiment pas la meilleure prise de masse que j'avais faite, mais leur principe était vraiment très bien. Je pense que sur le cycle de masse, il aurait pu être mieux fait, mais finalement, ça avait bien débloqué. Donc voilà, l'idée globale, c'était de suivre un programme presque de 9 mois avec 2 cycles de masse, 2 cycles de force, 2 cycles de skill. Et tu pouvais parfois réitérer un petit peu les cycles, etc. Et voilà, tu avais quand même un peu de support dans le forum pour te guider vers ça. Et globalement, ça avait bien fonctionné. C'est juste que pendant le cycle de masse, tu acceptes de devenir un peu plus faible, de régresser un peu en skill. Même si voilà, il y a toujours cette pratique de skill qui se fait dans tous les cycles. Et je pense que voilà, je vous ai déjà critiqué un petit peu cette périodisation-là. Je la trouve super bien. Il y a moyen de mieux la faire. Et il y a moyen de pas spécialement splitter la force et les skills et de combiner directement les deux parce qu'on peut considérer les deux comme de la force finalement. Donc on pourrait faire simplement 2-3 cycles de masse, voire plus, même peut-être 6, enfin même un macro-cycle de masse par exemple, et ensuite un macro-cycle de skill force en même temps. Tout en gardant toujours cette composante des exercices de skill, de force et d'hypertrophie. Ensuite, passer LCF, ça avait super bien fonctionné. Je pense que là, je revenais dans mon cycle de masse, j'ai bien régressé, mais à la fin, c'est vraiment là que tu t'exprimes. Et je pense que j'ai presque validé une strat de la lignée, même si elle n'était pas très propre. J'avais quand même tapé des perfs aussi. Je pense que j'ai dû faire 2 fois le cycle entier. Sur le cycle de force 2, je crois que j'ai validé des dips lestés à 100 kg. J'avais validé ma première rep à 100 kg en dips. J'avais 2-3 tractions à 60, mais un peu no rep. Donc ça avait bien fonctionné. Front lever aussi, mais pas aligné. Mais voilà, globalement, je trouve qu'en suivant vraiment cette méthode long terme, finalement, même en étant tout seul, je progressais super bien. Mais bon, je sentais que j'avais toujours des petits défauts techniques, etc. Et puis à l'époque, voilà, je suivais vraiment. Il y avait de plus en plus d'informations, donc là c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et donc j'avais commencé avec Stenix, donc je les avais souvent, j'avais vraiment vu ce qu'ils partageaient, de nouveaux caractéristiques des coachs, c'est qu'ils partageaient beaucoup de leurs évolutions, et ça avait beaucoup de sens de ce qu'ils proposaient, et donc voilà, j'ai sauté dans le coaching avec Stenix, et ça a été vraiment game changer, je pense. donc voilà, ils ont vraiment, eux, par rapport au coaching, enfin, avant leur coaching, j'avais quand même bien progressé grâce à LCF. Mais j'avais quand même des gros défauts en straddle planche. Mes planches aussi, elles n'étaient pas très bien activées. Dans mes méthodologies aussi, mon front lever n'a jamais été très aligné non plus. Et mes standards n'étaient pas non plus au standard. Little Beastem par exemple, voilà, il n'y avait pas vraiment cette approche compétition ou street lifting ou strict forme ou beauté du mouvement, je dirais. Il m'a laissé quand même faire quelques erreurs, on va dire. Voilà, chacun a son seuil de critères aussi. Tandis que Stenix ont été très intransigeants avec ces erreurs directement d'entrée. Et c'est vraiment eux qui m'ont permis de cleaner un petit peu mes mouvements. Parce qu'avant, je pense que j'avais toujours une forme un peu trichée. Enfin, voilà, naturellement, j'ai toujours eu tendance à laisser mon ego. Je crois que j'ai un trop gros ego pour ce sport. Ouais, je le sais maintenant, mais même on le sait, même en ayant conscience, on se laisse naturellement porter vers ça. Et c'est pas très bon dans tout ce qui est force, calisthénie, apprentissage moteur. Et ça, c'est vraiment un facteur prédominant d'avoir un bon coach et d'avoir quelqu'un qui te dit tiens, là, il faut vraiment régresser et en faire moins et bien le faire, bien se passer, etc. Et c'est vraiment la répétition qui fait que. Et voilà, par exemple, Stenix ont vraiment fait un super taf vis-à-vis de ça en rediminuant vraiment cet aspect-là. Et c'était vraiment bien. Donc ils m'ont directement fait régresser à la tuck planche sans progression dynamique. Ils ont vraiment démystifié plein de choses. Disons qu'avant on était un peu perdu dans toutes des approches dynamiques, des planches push-ups, des lean, des variantes dynamiques en front lever, des protocoles un peu fancy, on va dire. Et au niveau de la programmation aussi, ils ont juste bien splitté ça et ça a vraiment fait le taf. Donc
Par rapport à Little Big pendant le coaching, il y avait un support vidéo, donc chaque semaine ils faisaient une analyse vidéo. Je trouvais ça extrêmement pertinent, donc le fait de pouvoir se voir en vidéo, quelqu'un qui nous pointe du doigt avec des petits marqueurs et des petits schémas pour pouvoir progresser là-dessus. Le fait qu'eux ils ajustent la programmation chaque semaine aussi, donc là c'était vraiment cool. C'était aussi sur Excel, donc ça faisait quand même pas mal le taf. Et puis leur méthode aussi, tu apprenais un peu comment ils programmaient. Eux ils venaient aussi de de principes plus scientifiques au science-based aussi. Je crois qu'il venait fort de masse aussi, de ce qu'il faisait chez Mass, de RTS légèrement, et de Iron Culture beaucoup aussi. Donc voilà, ils avaient un peu les principes de scientifiques toujours aussi. Peut-être un peu de renaissance périodisation aussi dans leur augmentation de volume. Donc on pouvait sentir aussi leur approche qui était pas mal, et un peu italienne aussi, parce que les Italiens, on sait qu'ils avaient des niveaux de malade en calisthénie sur les skills, et en technique ils étaient très propres aussi. Et donc Léo, pour avoir coaché pas mal de personnes d'un bon niveau en skill, pouvait directement appliquer certaines méthodes pour progresser sur ces mouvements-là, et ça c'était vraiment très puissant aussi. Et donc voilà, vraiment corriger les mouvements dès le départ, régresser à fond, et puis c'était surtout diminuer certains volumes. Donc j'avais toujours tendance à faire par exemple deux séances de handstand par jour, faire beaucoup de handstand, beaucoup de mobilité, vouloir tout mettre dans le programme, et ils ont pas mal simplifié les choses. Ça c'était aussi une bonne approche. Donc vraiment j'avais plus que des handstand push-up. Et en faisant que des handstand push-up, j'améliorais ma ligne en handstand. C'était assez intéressant. Mettre beaucoup des exercices d'hypertrophie assez pertinents, et être très méticuleux sur la technique en streetlifting, et vraiment l'augmentation graduelle au fur et à mesure des semaines, avec pas mal de techniques d'ajustement. Tiens, quand ça se passe pas comme prévu, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et là, ils ont anticipé vraiment bien les difficultés que je pouvais avoir sur mes séances d'après. Et donc voilà, en anticipant la difficulté sur la séance d'après, parfois tu disais, tiens, au lieu d'augmenter une répétition sur chaque série, tu dois en augmenter que d'une sur ta première série, ou alors tu vas faire un top set, back offset, ou alors on va pas progresser cette séance-ci. En skill, plutôt que de dire d'augmenter d'une seconde ou d'une série, parfois on laissait constant, on progressait d'une progression chaque mésocycle, ou alors on faisait des séries de tampons. Voilà, ils ont vraiment apporté pas mal de méthodes très intéressantes, et voilà, plus le support, la communication aussi, parce que Little Big c'était par mail principalement, donc c'est pas forcément le canal qu'on utilise le plus, tandis qu'avec eux c'était plus par Telegram, et voilà. Donc très intéressant. Et ça m'a vraiment, moi j'étais un peu une éponge, hein, une fois que j'avais été, par exemple, avec Little Big avec Daniel, j'ai un peu épongé ça. En parallèle de ça aussi, j'ai pas mal lu aussi, hein, des principes scientifiques, gymnastic bodies, etc. Donc voilà, ça se regroupait vraiment bien aussi dans ce que Daniel et Little Big transmettait, dans ce que Stenix transmet aussi. Donc dans mes propres programmes, j'avais aussi m'étais beaucoup inspiré de ça aussi. Donc voilà, je dirais l'auto-apprentissage plus le coaching en ligne permet vraiment de t'éclairer un petit peu plus. Et voilà, au début, c'est toujours un peu le syndrome de Nick. Non, ouais, je sais, je pense que ça, non, je suis pas sûr, je dis peut-être des bêtises encore. Bon, ouais, le syndrome où tu connais un petit peu, tu te dis tiens, là je connais tout, puis tu te rends compte que plus t'en connais, moins t'en connais. Et encore actuellement, malgré toutes ces expériences-là, parfois je me dis, là il y a des décisions à prendre. En fait, même là, je suis pas encore certain, j'ai pas encore toutes les connaissances pour être sûr que le résultat que je vais proposer va fonctionner. Donc là, ça va être un essai-erreur. Parfois, tu te dis, tiens, ça c'est un truc qui marche, pourquoi? Et tu sais pas vraiment donner une raison là-dessus, mais donc tu vas pouvoir dire, tiens, ça marche, parce que ça marche. et donc, et tu sais que la méthode a marché parce que tu l'as appliquée sur toi, tu sais que les autres personnes l'ont appliquée sur d'autres personnes aussi avant toi, et toi, quand tu l'appliques sur tes propres coachés, en général, tu vois que ça marche. Donc, voilà, Stenix,
j'étais encore une éponge, donc j'ai vraiment trouvé cette approche-là très certaine, je dirais. Vraiment, avec eux, j'ai vraiment la certitude que les choses se passaient bien et de pouvoir faire avancer. Parfois, ça se passait pas, c'était pas rapide, mais c'était assez certain. Et ils n'hésitaient pas à faire des changements assez drastiques aussi en termes de technique. Par exemple, sur le squat, on a pu voir beaucoup de choses. Donc c'était assez intéressant aussi. Ensuite, ben voilà, j'étais en roulis pendant quelques temps. J'avais quand même gardé pas mal de leur structure par après, ce qui fonctionnait très très bien. Et puis voilà, j'avais pas mal échangé aussi avec Loïs de King of Weighted et j'avais envie de tester aussi autre chose pour voir un peu l'autre leader du marché, on va dire. Donc voilà, je me suis un peu orienté vers les grosses têtes, hein, on va dire. Hein. Donc c'était Nix, King of Weighted. Et, euh, et voilà, je voulais vraiment voir ce que proposait King of Weighted parce qu'ils utilisaient aussi l'application TrueCoach que j'utilise, qu'ils étaient aussi assez experts en street lifting et skill. Donc moi, c'est vraiment un peu cette approche-là qui me tentait chez mes coachs. La combinaison des skills, et c'est aussi mon cheval de bataille et ce qui m'intéresse. Donc voilà, je me suis orienté vers King of Weighted. Très 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 bien aussi, donc pas mal de similarités aussi avec Stenix, avec d'autres personnes. Eux, ils avaient une autre approche un peu allemande de certaines choses et d'autres coachs de powerlifting, donc ils avaient d'autres principes que Stenix. Ils avaient aussi l'approche de Pat Davidson sur un guide du coach pour optimiser les mouvements. Donc c'est un bouquin qui parle pas mal de patterns de mouvement, d'apprentissage moteur au niveau du cerveau, donc programmer par exemple les patterns du pelvis, du thorax, des mouvements, donc tous des exercices de respiration, de posture, donc ils n'hésitent pas à tester ça en début de coaching, donc il y avait des tests, tu te dis un peu qu'est-ce que ça va faire en calisthénie, euh, une approche plus prudente au niveau de la réhab préhab, je dirais en début de séance, il y avait pas mal de drills dans les premiers cycles là-dessus. Tandis qu'avec Stenix, c'était un peu roue libre là-dessus aussi. C'est vrai qu'avant Stenix, par exemple, j'avais tendance à toujours faire plein de réhab, etc., tout renforcer. Ensuite, avec eux, on s'est rendu compte, voilà, pendant les premiers cycles, il y en avait peut-être encore un petit peu, et puis il n'y en avait quasiment plus, et juste la programmation en elle-même se suffisait. Donc, tu perds un peu cet effet, ok, là, est-ce que je vais louper quelque chose en ne mettant pas ça, tandis que donc voilà, finalement on se rend compte qu'on n'est pas toujours obligé. Et eux, avec eux, c'était plus aussi au début tu fixes ça et après tu es un peu plus libre. Donc King of Weighted, on m'a souvent demandé un petit peu les comparaisons entre les deux hein, pour savoir un peu c'est quoi le mieux, etc. Parce que c'est vrai que aussi, nous en tant que personne, on cherche toujours à avoir la meilleure programmation, le meilleur approche, le truc secret. Je pense que, comme je l'ai dit au début de l'épisode, tout fonctionne de trouver avec qui on a la meilleure approche. Et un paramètre que je vais mentionner après, c'est aussi le temps. Donc quand on choisit quelqu'un, c'est bien de rester avec lui assez longtemps. Et donc faire des one-shots comme ça, c'est un peu court. Par exemple, je ne vous ai pas mentionné aussi la timeline. Donc avec Little Beastem, je suis resté que 3-4 mois. Avec Stenix, je suis resté quand même 1 an et 4 mois, je pense, pour préparer la compète de street lifting aussi. Donc avec Stenix par exemple, je suis passé aussi d'une straddle pas validée, d'un front pas validé, de street lifting. Ouais, en street lifting, j'avais pas tellement monté que ça avec eux finalement. Et par contre, le squat avait bien monté. Et en fait, ouais, je pense que j'étais no rep avant eux en fait. Et quand j'étais avec eux, j'étais rep, donc finalement c'était pas mal. Donc avec Stenix, je suis passé d'un dips 100 kg no rep à dips 100 kg, d'une traction 60 kg no rep à une traction à 60, voire même 65 en supination pendant un cycle. Donc elle était quand même passée pas de front lever à un front lever de 5 secondes en série, donc j'étais vraiment très propre aussi, donc ça c'était vraiment une belle chose. D'une straddle planche non valide à une straddle planche valide. Donc ouais, franchement, la progression, je trouve que c'était peut-être ma meilleure progression grâce à eux. Ensuite, voilà, avec King of Weighted, donc j'avais à peu près ce niveau-là aussi en revenant vers eux. Donc voilà, de nouveau, plus tu avances, plus ta marge de progression est faible, on va dire.
Donc qu'est-ce que je voulais en venir là? Donc c'était ouais, les différences entre Stenix et King of Weighted. Donc au niveau des skills, j'ai l'impression que King of Weighted mettait un peu moins le paquet dessus. Peut-être qu'il voulait me faire pousser un peu plus en streetlifting parce qu'il savait que j'envisageais éventuellement de refaire une compétition. Donc je pense qu'ils ont une approche plus power aussi, donc ils ont peut-être plus facile à programmer le streetlifting. Ils ont une autre approche en termes de mouvement et d'anatomie que voilà, ils essaient peut-être d'exploiter d'autres points forts ou quoi, de modifier un peu les mouvements. Et donc c'était assez intéressant. En skill, par contre, ils ont aussi une très très bonne approche. C'est juste qu'ils nous laissaient peut-être faire un peu plus d'erreurs. Je dirais qu'ils étaient un peu moins intransigeants là-dessus. Et ils bougeaient beaucoup moins de paramètres. Donc disons que les skills, j'ai pas trop pu observer ce qu'ils ont pu proposer parce qu'on est resté sur le même volume pendant tout le coaching et sur 2 séances semaine en les mettant en maintenance dans le streetlifting. Donc voilà, finalement, j'ai pas trop pu explorer là-dessus. Ils avaient quand même de très très bons conseils aussi pour corriger ma forme et autres. Sur les exercices d'assistance, voilà, il y avait beaucoup de sens aussi, hein, il y a pas mal de similitudes. Jusque sur leur format de progression, leur schéma de progression était invariant, on va dire, et qui laissait parfois galérer, on va dire. Tandis que Stenix, si tu galérais, c'était impardonnable et tu devais redescendre. Donc c'était peut-être la différence qu'il y avait, mais je pense que j'ai pas su explorer assez King of Weighted pour pouvoir me faire un avis là-dessus. Mais je pense que c'était pas leur intention. Leur intention, je pense, c'était vraiment de maintenir ça et de pousser en streetlifting. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Vraiment, si je devais retenir des choses aussi, c'est qu'ils ouais, ils n'hésitent pas à utiliser d'autres méthodes aussi un peu moins conventionnelles que par exemple ils faisaient des séries ascendantes, ils ont pas hésité à faire 3 dips semaine. Avec Stenix, c'était vraiment du très spécifique, du low rep, je dirais. King of Weighted font fluctuer peut-être un peu plus l'intensité, je dirais. Donc Stenix, c'était plus, ok, tu vas répéter le même mouvement très longtemps avec une spécificité plus grande. King of Weighted, c'était de nouveau, tu rediminues vraiment tes intensités, ta spécificité est moins grande, tu as beaucoup de répétitions, tandis que Stenix, c'est toujours un faible nombre de répétitions, une qualité technique plus importante. Et donc là, tu devais augmenter un peu tu diminuais un peu ta spécificité, mais vu que tu faisais beaucoup de répétitions, ça te mettait beaucoup plus de répétitions dans le paquet, on va dire. C'est peut-être l'autre approche, hein, une approche plus accumulation versus intensification, je dirais. Et voilà, ça faisait quand même pas mal de taf. Donc 3 dips semaine, j'avais vraiment bien progressé avec ça. Le muscle-up, c'est aussi redéfinir sa technique et ensuite réaugmenter. Malheureusement, quand on a réaugmenté, ça s'est pas bien passé. Je pense que je vous ai détaillé la prep. Peut-être que ouais, ils accentuent beaucoup plus le RPE et l'autorégulation sur King of Weighted, donc tu es un peu plus libre dans tes choix. Tu dois plus sélectionner ta propre charge toi-même, tandis qu'avec Stenix, tu devais plus la sélectionner un petit peu plus, même si tu avais aussi parfois une partie d'autorégulation. Mais parfois, ça te permettait, sur un profil comme le mien, où j'avais tendance à me laisser mon ego, j'avais tendance toujours à choisir les fourchettes hautes et finalement à avoir des RPE à chaque fois un peu trop importants, ce qui m'a valu m'apporter un peu trop de préjudice et ce qui m'a conduit à plusieurs échecs, notamment sur le muscle-up par exemple, et à une progression moins grande que ce que j'aurais pu avoir. Je suis certain que j'aurais dû choisir plus souvent les fourchettes basses. Donc voilà, c'était pour l'approche avec King of Weighted. Donc tu apprends aussi beaucoup à te réguler, tu apprends sur toi de certaines méthodes. Voilà, tu peux te dire ok, 3 dips, je réagis bien. Tu peux te dire du volume. Finalement, je pensais que j'allais plus jamais trop programmer mes dips en série de 8 par exemple. Tandis qu'avec King of Weighted, on a reprogrammé des séries de 8 et ça avait très bien fonctionné. Après voilà, tu retrouves aussi toujours des patterns un peu communs. Ok, les pauses rep en traction, les pauses rep en dips qui sont très pertinentes. Tu retrouves d'autres choses qui marchent. Avec Stenix par exemple, on a observé que ça marchait bien de faire un top set en répétition et puis des back-off très légers. Tandis qu'avec eux, je me suis rendu compte que finalement je pouvais tanker plein de séries lourdes, on va dire, en traction. Mais par contre, quand en dips, un top set lourd, tu as intérêt à faire des back-off légers après,
tu sais pas faire beaucoup de séries lourdes en dips par exemple. Enfin, en tout cas sur mon profil, et je pense que ça s'applique aussi à une majorité de profils aussi. Donc voilà, c'était un peu une particularité en plus sur King of Weighted. Tu as peut-être plus de support humain, je dirais, avec King of Weighted parce qu'ils proposent des lives chaque semaine, donc tu peux venir et échanger aussi avec eux, avoir un autre feedback en plus. Donc voilà, c'est une autre approche aussi. Est-ce que c'est nécessaire? Ça dépend un peu de nous, nouveau, de nos affinités, de nos profils. Puis il y a peut-être un peu plus de branding derrière aussi et une communication peut-être un peu plus autre que la programmation, je dirais, plus motivationnelle. Donc essayer de rebooster un petit peu ta confiance sur tes lifts. Voilà, il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi faire en sorte que le coaching évolue bien. Plus du contenu sur une plateforme aussi. Donc c'est vrai qu'il y avait une autre approche. Tu as aussi des rediffusions des lives de coaching pour en apprendre un peu plus. Mais après, voilà, est-ce qu'on a besoin de la théorie quand on l'avait déjà? Donc ça dépend. Donc c'est toujours des trucs assez bons à prendre quand tu as un petit support en plus, des tutos sur le bench, sur l'équipement, voilà, c'est du visuel en plus. C'est toujours du bonus, je dirais. Voilà un petit peu pour les deux différences entre les deux. Ouais, peut-être aussi au niveau du squat. Avec Stenix, c'était un squat très chaîne post, optimisation de la trajectoire. Avec King of Weighted, ils ont complètement dénaturé la chose parce qu'ils ont l'approche de perform motion, donc en faisant un squat plus antérieur, plus compression, ce qui avait bien fonctionné aussi. Stenix, ça avait fonctionné aussi, donc finalement on peut se rendre compte que les deux approches passent. Peut-être que dans le temps, il y en a une qui est plus viable que l'autre. Et puis aussi, chacun évolue aussi avec le temps. Hein. Donc voilà, c'était toujours un sport aussi assez nouveau. Donc maintenant, les connaissances changent. Moi aussi, par exemple, voilà, quand je me fais accompagner par Little System, à un moment, tu es un peu une éponge, tu apprends un peu d'eux, tu appliques sur tes clients, tu dis tiens, ça marche, je le reproduis. Puis tu vas chez quelqu'un d'autre, tu recombines un petit peu les deux. Et puis ensuite voilà, après je pense qu'il ne faut pas se perdre non plus à tout changer du tout au tout, essayer de trouver les petites choses gagnantes, prendre le pour et le contre dans les deux et faire sa propre sauce à travers nos expériences. Donc là je vous parle de mes expériences, mais j'imagine que vous avez aussi eu les vôtres en allant peut-être en suivant un programme, peut-être que vous avez été aussi coaché par quelqu'un et que voilà, ces méthodologies-là vous aident. Voilà, je pense que j'ai peut-être fait un petit peu le tour de ça. Donc après King of Weighted, là je suis solo et j'envisage éventuellement de me refaire accompagner par Stenix parce que je me dis qu'on a beaucoup travaillé ensemble et que finalement ils me connaissent super bien et que j'aimais bien cette approche-là de plus prudente en termes de programmation et j'ai envie de réappliquer plus cette méthodologie-là dans ce que je peux proposer, je dirais. Et moi, je m'y retrouve un petit peu plus là-dedans. Maintenant, chacun a ses propres attentes et voilà, c'est pas encore certain, mais j'envisage de revenir là-dessus dans les temps qui viennent. Ensuite, voilà, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Finalement, comme on l'a vu, hein, les caractéristiques du coaching, c'est que finalement ça fonctionne toujours. Je pense qu'en termes d'application de méthodologie, c'est tellement plus puissant que simplement lire un bouquin. Donc quand on lit un livre et qu'on suit un programme, parfois on peut suivre le programme tout fait sur soi, mais finalement on va toujours se retrouver un petit peu dans le doute et on va pas forcément toujours appliquer ça. Et on a souvent tendance à changer beaucoup de choses quand on refait sa propre programmation. Bon, pour vous citer, juste après King of Weighted, j'ai voulu réimplémenter certains principes en planche, certaines nouveautés en planche dans mon propre programme et j'ai eu tendance à m'éparpiller un petit peu plus. Donc voilà, tu sens directement la différence. C'est cool parce que d'un côté, ça te permet d'expérimenter certaines choses ou quoi quand tu es tout seul, de te retester, d'être plus libre aussi, d'avoir un peu moins cette pression. Mais d'un autre côté, tu as un peu cet aspect-là où tu te dis ah oui, là c'est pas trop grave si je pousse pas trop là-dessus, là c'est pas trop grave si cet exercice-là, voilà, je vais le changer là parce que j'ai envie de faire celui-là.
Donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Puis de nouveau, quand l'ego reprend, ben, tiens là j'ai un peu trop overshot, je sais que j'aurais pas dû, et qu'est-ce que je vais faire après. Euh, donc voilà, les caractéristiques de vite apprendre, d'apprendre rapidement, de mettre en pratique des méthodologies, de comprendre les choses, le système, et ça c'est hyper puissant. Donc après, ça permet de facilement le réappliquer sur soi-même. Voilà, de gagner des compétences en régulation, donc le fait de diminuer à chaque fois les intensités en début de coaching pour pouvoir rétablir une bonne base et pouvoir l'exploiter par après, c'est très puissant aussi. Avoir des feedbacks sur ce qu'on fait, donc à chaque fois, ça permet de chaque semaine de pouvoir appliquer une technique, enfin appliquer une consigne sur certains exercices qui doivent être modifiés, parfois pas. Et parfois, c'est juste une consigne qui va nous permettre d'être plus fort, donc des cues externes qu'on ne pensait pas spécialement à ça. Et quand on y pense, ça permet de générer plus de force. Et quand on répète ça sur la durée, ça fait potentiellement plus de progrès. Ça, j'en suis convaincu. Ensuite, voilà, je pense que finalement j'ai parlé un petit peu des avantages dans chaque expérience. Si je n'oublie pas. Après, il y a des points un peu plus externes, je dirais. Voilà, en fait, quand on a un coach et on a quelqu'un on va dire, parfois, je pense qu'on va le chercher vraiment, enfin, en tout cas en calisthénie, moi j'y vais à titre principal, c'est pour la progression, pour ne pas faire d'erreurs. J'en ai déjà fait suffisamment, en fait, j'ai pas envie de perdre du temps, j'ai envie de m'assurer de progresser. Et là, ces derniers temps, par exemple, j'ai regardé un petit peu en arrière et je me suis dit, tiens, en fait, avec Stenix, même si parfois il y a des périodes où je progressais pas comme je voulais, ou si, ok, mes lifts de streetlifting n'ont pas vraiment été au sommet, mais je sais que la tendance générale était vraiment positive. Et puis je voyais mes planches que je faisais il y a 1 an et demi, elles étaient mieux que maintenant. Et la forme était complètement différente, quoi. Et vu que je me suis un peu laissé j'ai refait beaucoup d'auto-coaching, puis j'ai refait un peu avec une GoFoited où on a moins insisté dessus. Mais je me retrouve maintenant avec une technique qui est peut-être moins efficiente et je me retrouve peut-être éventuellement plus faible qu'à ce moment-là. Et donc je me dis, tiens, là c'est qu'il y avait vraiment un truc, quoi. Et que finalement j'ai plus envie je me dis, est-ce que je reprends le risque de refaire encore des trucs solo pour pouvoir pour éventuellement ne pas faire ces erreurs-là. Donc c'est des petites interrogations qu'on a en soi. Après, il faut savoir se faire confiance aussi, parce que je suis certain aussi, ici par exemple j'ai refait 2 mésocycles tout seul, je sais que ça a super bien marché aussi. Et voilà, mais maintenant je me remets quand même en question, est-ce que je prends quand même le risque que ça marche moins bien qu'avec ça. Et là aussi, par exemple, quand on essaie de combiner beaucoup de choses, par exemple, voilà, les skills, lifting, etc., je pense qu'il y a un moment où on arrive à un peu à un plateau où il faut se dire, tiens, là, il faut quand même que je priorise à un moment quelque chose. Et c'est pas toujours évident de le faire soi-même, même si parfois, voilà, ça paraît logique. Et on peut le faire soi-même, hein, donc voilà, il suffirait de se dire, tiens, là je vire ça, ou je mets ça en maintenance et j'avance. Mais parfois, c'est pas spécialement nécessaire ou pertinent aussi de le faire. Et donc voilà, si c'est quelqu'un qui prend la décision pour soi, c'est parfois plus soulageant, surtout quand on a confiance en cette personne et en ses capacités à nous aider à le faire. Voilà, c'était des pensées personnelles pour vous illustrer aussi ça. Donc ouais, quelqu'un parfois à qui on doit rendre des comptes. Je pense que quand on a un problème de régularité ou quoi, c'est encore plus intéressant, mais moi c'est pas du tout mon cas et je pense pas que ce soit le cas de beaucoup de personnes, hein, de moins être motivé à l'entraînement, enfin ça peut arriver, hein, si c'est vrai que ça arrive quand même que des personnes soient un peu motivées et vu qu'elles sont engagées dans un processus avec un coach, ils doivent leur rendre des comptes, donc ça c'est un truc super intéressant. Mais je pense qu'en calisthénie en général, on est quand même motivé à fond par nos objectifs. Souvent on a tendance à en faire de trop, donc c'est souvent quelqu'un qui doit nous retenir un petit peu. Mais parfois peut-être que on est un petit peu dans notre bulle aussi, dans notre parc, dans notre salle ou quoi, on est peut-être le seul à faire un peu ce sport-là, à
on est peut-être le seul à vouloir progresser. Tandis que quand on a un coach, il y a quelqu'un d'autre qui veut progresser, qui veut que nous on progresse. Et je pense que ça c'est quand même très puissant, quoi. Même si quand on est avec des potes ou quoi, il y a toujours un peu cette émulation à vouloir aussi que tout le monde progresse aussi. Mais parfois, on n'est pas forcément dans une communauté, on n'est pas tous là-dedans, et parfois c'est contre-productif aussi quand tu vas au parc et que tout le monde te dit tiens, vas-y, t'as fait quoi comme planche là, vas-y, montre. En fait, c'est pas toujours. Ça marche, ça peut marcher dans beaucoup de cas. Je pense que j'en ai déjà pas mal parlé aussi de cette approche-là. Mais je pense que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui nous dit tiens, non, fais pas ta planche aujourd'hui, fais surtout pas ça, travaille ta technique là-dessus, et tu vas voir, ça va marcher. Puis tu vois que ça marche, et là, c'est bénéf, quoi. Euh, voilà, je pense qu'il y a plein de choses à conclure, mais excusez-moi pour la conclusion qui était un peu plus éparse, je dirais. Et pendant le coaching, voilà, il y a quand même beaucoup de fois où j'ai fait des allers-retours, des diversions. Mais l'essentiel est là. Je pense que je vous ai partagé un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur les expériences de coaching en ligne, que vous allez peut-être vous retrouver aussi dans certaines choses. Je pense que qu'il y a quelques informations qui pourront vous aider aussi. Et voilà, si vous cherchez aussi à faire une expérience, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Et pourquoi pas par moi, par exemple, qui ai suivi, qui ai pas mal d'expérience maintenant aussi avec mes propres clients. Et donc voilà, ça peut être intéressant pour vous. Et si c'est pas par moi, par quelqu'un d'autre, comme ça, c'est très bien aussi. Parce que comme je vous l'ai dit, ça marche toujours, ça dépend du profil, de vos objectifs aussi, de ce que vous avez envie de réaliser, voilà, de plein de choses. Hein, et voilà, donc passez une bonne fin de semaine, une bonne fin de journée à l'heure où vous écoutez le podcast. N'hésitez pas à nous partager si vous avez des envies d'épisodes solo aussi, peut-être que ça pourrait aussi donner des idées là-dessus. En tout cas, j'en ai quelques-unes, et n'hésitez pas aussi à me mettre si c'est utile. Voilà. Passez à toutes pour un prochain épisode. C'était Alexandre, 02 Workout.